Voilà, mais je pense qu'on va commencer. Euh, Bonjour à tous et toutes, et bonjour à nos speakers qui vont nous aider à comprendre cet après-midi l'ampleur de l'usage de la XR dans l'économie. On parle de l'industrie, mais on va parler aussi de services. Donc je pense que c'est un moment important de comprendre ça, s'accélérer dans les années à venir. Alors, avant de vous présenter rapidement les orateurs de cet après-midi, juste un mot évidemment sur les organisateurs. Donc, mon nom est Alain Gallet et je suis le fondateur de Stereopsia, qui est un événement international qui a été créé il y a 12 ans maintenant à Liège, ici en Belgique, pour justement accueillir les spécialistes mondiaux des technologies immersives. Donc, on aura dans quelques semaines maintenant notre 12e édition en mode virtuel, bien évidemment pour les raisons que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. Alors, Stereopsia a été choisi par la Commission européenne avec d'autres partenaires il y a 2 ans et demi maintenant pour fonder la communauté XR for All, qui est partenaire donc de ce webinaire d'aujourd'hui. Et XR for All, en fait, rassemble 1 millier depuis aujourd'hui. Nous sommes 1000 membres, très exactement, professionnels, utilisateurs, développeurs de la XR au niveau européen et même au-delà, puisque nos membres viennent de 56 pays au total. Et donc, XR4All a pour objectif évidemment d'animer cette communauté, mais aussi d'être un conseiller pour la Commission européenne pour les recherches que la Commission va financer dans les années à venir en matière d'XR. Donc, c'est véritablement un outil extrêmement précieux. Alors, donc Stereopsia et XR4All vous accueillent dans ce webinaire que l'on appelle deuxième édition de XR Wallonia XR sur comment finalement la XR peut aider à la compétitivité des entreprises dans les différents secteurs économiques. Alors, plusieurs intervenants. Premier intervenant, Mathieu Lépine, qui vient de la société Immersion à Paris, qui est aussi un membre très actif d'ailleurs de XR for All. Il va vous dresser un petit peu la situation de la XR dans l'entreprise et dans l'industrie. Donc, il va brosser un peu le secteur et en quoi la XR est utile aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs économiques. Et puis, on va rentrer dans un petit peu plus de détails secteur par secteur, puisque avec Antoine Barrage du CNES en France, on va parler d'espace et d'utilisation, bien sûr, de la XR pour développer des produits, des outils, des équipements pour l'espace. On va rester d'ailleurs une seconde fois dans l'espace avec Jean-Marcel Thomas, qui va vous présenter l'usage de l'XR, de la VR, dans son fabuleux Eurospace Center de la province du Luxembourg, qui a lancé, il y a, je pense, 2 mois, moins de 2 mois maintenant, un tout nouveau centre, donc qui a été complètement remis à jour. Ensuite, nous changerons complètement de secteur et nous irons dans la pharmacie avec Nicolas Vertomen et la société Watt, ici en Belgique, pour voir en quoi la XR peut aider au process et au design des équipements utiles dans le domaine pharmaceutique. On va rester un petit peu dans le secteur, mais plus médical cette fois-ci, puisque avec Stéphane Grade de la Haute École de la province de Liège, il va nous présenter un ou des projets dans le domaine de l'usage médical de l'AISAR. Et enfin, last but not least, Christophe Hermans de la société Vigo Universal de Namur et de Holo ici à Liège, va nous parler d'une application qu'il a développée pour la société Nexus. Et c'est assez intéressant en ce sens que c'est la première application XR que je vois dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la gestion des personnes RH. Donc, vous voyez, c'est un programme extrêmement complet, extrêmement intéressant et je vous invite à ne pas décrocher et à rester jusqu'au bout. Et bien évidemment, à ce moment-là, on pourra vous donner la parole pour poser quelques questions à nos hôtes, à nos intervenants.
Voilà, mais je vais sans tarder donner la parole à Mathieu Lépine, qui va dresser son, je dirais, un panorama de la XR aujourd'hui en Europe dans le domaine industriel. Mathieu, floor is yours. Merci Alain et bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je vais commencer peut-être juste par me présenter. Donc Alain l'a fait rapidement. Donc Mathieu Lépine, je travaille moi pour la société Immersion. Je suis brand ambassadeur manager de cette société, alors qui est non pas parisienne, française oui, mais non pas parisienne, mais bordelaise. Voilà, c'est ça une petite subtilité. Tout ne se passe pas à Paris. Et on a la chance d'être dans une très belle région dans le sud-ouest de la France. Voilà. Euh, Blague à part, immersion, j'ai quelques slides pour commencer. Je vais partager donc tout de suite mon écran avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous faire pour dresser et pour brosser le tableau effectivement des usages de la XR aujourd'hui en Europe. Rapidement, parce que voilà, ça permet de situer un petit peu aussi un des acteurs historiques de la XR en Europe. Donc, Société Immersion, nous, on existe depuis 1994, donc on n'est pas une start-up. Voilà, c'est toujours intéressant de le comprendre. Il n'y a pas que des jeunes sociétés, c'est finalement des technologies qui sont assez anciennes. Et donc, on est spécialisé depuis 1994 dans ces technologies, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, avec une mission qui consiste donc à concevoir des espaces de travail. Voilà. Donc, nos clients en fait, ont besoin de lieux de collaboration et ça se traduit de différentes manières avec ça peut être des choses très très simples avec des casques de réalité virtuelle, des écrans interactifs ou des choses beaucoup plus complexes avec comme l'image que vous avez sous les yeux, ce qu'on appelle donc des systèmes immersifs. Là, quelque chose qui se rapproche d'un cave. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, où les personnes s'immergent physiquement et complètement à l'intérieur d'un univers virtuel, d'une maquette, pour observer une maquette numérique 3D. L'utilisation aujourd'hui de ces technologies sont à des fins, ces utilisations sont à des fins très différentes puisque ce sont des usages qui peuvent concerner la communication, qui peuvent concerner la collaboration au sens large, la conception, l'industrialisation et pourquoi pas même l'aide à la vente. En fait, aujourd'hui, la réalité virtuelle, le fait de se plonger dans un univers virtuel, la réalité mixte permet de travailler pour mettre en avant ses produits et pour designer ses produits. Les entreprises aujourd'hui sont quand même confrontées en plus à des situations qui sont de plus en plus complexes. Alors, on le sait tous avec la crise la crise que l'on traverse, le monde est de plus en plus incertain et cela demande effectivement à chacun d'être toujours plus agile dans ses méthodes de collaboration, de rapprocher aussi les équipes qui sont dispersées dans le monde entier afin de prendre des décisions qui soient des décisions optimales et faire en sorte qu'elles soient donc les meilleures et les prendre le plus rapidement possible. Et puis, une dimension pour nous qui est très importante, et là vous l'avez peut-être vu dans la première slide, on met nous, l'humain, effectivement, au cœur de ces technologies, et même avant ces technologies. Et parce qu'en fait, ce qui est important pour nous dans la collaboration, c'est que les personnes qui collaborent prennent du plaisir, en fait. Et un des objectifs, justement, de ces technologies, à travers nos méthodes, c'est de donner du plaisir aux collaborateurs pour travailler ensemble, pour atteindre justement voilà, un optimum de décision. Et ça se traduit, alors toujours, c'est aussi beaucoup d'images pour traduire un petit peu notre vision, mais voilà, on parlait de la technologie, de la dimension humaine. Effectivement, notre métier, c'est de faire en sorte que les projets de nos clients soient avant tout les réussites à la fois humaines et technologiques, mais avant tout, effectivement, humaines. Les clients, voilà, je passe rapidement, mais ça vous permet de vous donner aussi un aperçu de quels sont les utilisateurs historiques finalement de ces technologies de la XR. Vous avez surtout ici des grands comptes industriels, mais c'est vrai que ce sont pour beaucoup des pionniers. Si on ne parle que du cas de Renault, de PSA ou d'Airbus, par exemple, ce sont des pionniers de l'utilisation de ces technologies. Avant tout effectivement dans le domaine du transport aéronautique et automobile. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces technologies, vous allez le comprendre par la suite, sont en train de se démocratiser à vitesse grand V et s'adressent maintenant à des entreprises de taille intermédiaire, voire à des PME, avec des usages qui sont aussi potentiellement proches, mais aussi très différents. Il y a des cas d'usage qui peuvent être assez originaux en fonction des entreprises, bien évidemment. Et pour faire tout ça, évidemment, l'innovation, c'est aussi au cœur de toutes les problématiques. Vous allez voir, ce sont des technologies qui ne sont pas si récentes que ça, mais qui demandent encore beaucoup d'efforts pour
devenir des usages encore plus naturels finalement. Et l'innovation, elle a aussi ce sens, c'est d'apporter des technologies au service des individus, au service des entreprises, toujours en plaçant l'homme, encore une fois, avant la technologie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi dans nos équipes eh bien, des ingénieurs qui sont des ingénieurs qui font du développement informatique pour certains, mais également des ingénieurs facteurs humains, des designers qui, eux, ont soif de cette connaissance de l'humain et de cette connaissance des pratiques, des bonnes pratiques et des comportements des utilisateurs pour fournir des expériences qui soient justement orientées utilisateurs et non pas seulement orientées autour des technologies. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, quelles sont les technologies XR et comment elles apportent une plus-value dans la compétitivité des entreprises actuelles? Alors, je voulais juste, pour commencer, avoir une petite slide sur les technologies de la XR dans le temps. C'est toujours assez amusant, surtout quand on se rend compte que c'est beaucoup moins récent qu'il n'y paraît. J'ai pris des exemples, effectivement, avec le Sensorama en 1956, ce cinéma individuel immersif qui permettait d'éveiller l'essence du spectateur. Et puis ensuite, une personne qui a énormément marqué effectivement les débuts de la XR, c'est Ivan Sutherland en 1968, qui effectivement a été un des premiers pionniers à développer un casque de réalité augmentée à l'époque. Et sans passer sur tout ce que vous voyez ici, donc vous voyez German Bros Immersion 1994, on va avancer un tout petit peu dans le temps, effectivement, et puis on va se rendre compte qu'il y a eu un coup d'accélérateur, notamment au début des années 2010, avec notamment une société qui s'appelle Oculus, pardon, qui a sorti donc le casque Oculus Rift, qui a été un des tout premiers casques en fait à vraiment démocratiser et à réduire énormément le coût d'acquisition matérielle. Il faut savoir que si je prends l'exemple de l'Airbus A380, donc c'était A3XX à l'époque, le projet A3XX à l'époque en 1995, pour concevoir l'A3XX, il fallait l'équivalent en équipement d'environ 300 000 $, c'est-à-dire des ordinateurs pour environ 250 000 $ et un casque à l'époque qui valait 50 000 $. Aujourd'hui, autant vous dire qu'on peut faire les choses pour, disons, quasiment 150 fois moins cher. Donc, les choses ont énormément évolué entre-temps, et c'est vrai que la société Oculus, qui s'est fait racheter en 2014 par Facebook, a permis énormément d'accélérer cette utilisation alors pour le coup de la réalité virtuelle et de la XR en général, et notamment avec ensuite, pour terminer, mais l'histoire continue évidemment, Microsoft aussi, qui a énormément compté dans le jeu, avec l'arrivée d'un casque révolutionnaire lui aussi, qui est le casque HoloLens numéro 1, puisqu'aujourd'hui il en existe une version 2. Mais donc en 2017, Microsoft sort ce casque révolutionnaire, après l'avoir présenté en 2015, qui lui permet effectivement d'immerger, d'intégrer plutôt des objets virtuels dans la réalité. Alors, justement, pour essayer d'apporter un peu de lexique et qu'on soit tous d'accord sur les termes et que pour les présentations suivantes, il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai voulu aussi présenter un petit peu ces différentes technologies parce que je parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée, on parle de réalité mixte, mais finalement, quelles sont un peu les nuances entre ces trois termes? Je m'excuse auprès de certains qui sont vraiment beaucoup plus spécialistes, et c'est vrai que c'est un peu toujours la difficulté dans ce type d'exercice. Je ne connais pas l'auditoire à l'avance, donc voilà, c'est peut-être très, très bas niveau pour vous, pour beaucoup d'entre vous, ça va peut-être être très, très simpliste, mais je pense que ça reste malgré tout important de passer en revue ces différentes technologies. Réalité virtuelle, effectivement, c'est quoi? C'est la création d'un monde virtuel, donc d'une image virtuelle complètement artificielle, et dans lequel on va pouvoir se plonger avec notamment un casque de réalité virtuelle, donc il va nous immerger intégralement dans un monde artificiel. Ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un peu différent. C'est ce qu'on a pu connaître à une époque avec, par exemple, ce qui a pu marquer certains d'entre vous, les Google Glass, ou ce qu'on peut faire à travers un téléphone portable. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter de l'information superposée sur la réalité sans pour autant qu'elle soit colocalisée. C'est-à-dire que ça va être une information, là on filme un bâtiment, on va avoir une information qui va indiquer par exemple le nom de ce bâtiment. Et ça se fait au travers effectivement d'un casque ou d'un téléphone portable. Et
pour aller plus loin, on va basculer dans la réalité mixte et c'est là où vraiment on va commencer à mélanger le réel et le virtuel et l'information virtuelle finalement va se superposer à la réalité et là pour le coup de manière colocalisée, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir superposer des objets virtuels de manière cohérente avec la réalité. Avec notamment pour support des casques de réalité mixte notamment, et je vous ai parlé juste avant du Microsoft HoloLens 1 et maintenant 2. D'autres casques évidemment existent aussi et vont permettre eh bien, de pouvoir vraiment synchroniser finalement les objets virtuels et le monde réel, tout en continuant, ça c'est ça qui est très intéressant aussi, pour l'utilisateur, à continuer à voir finalement son environnement. Donc, ce qui peut être un vrai plus. Et certains sont d'ailleurs assez réticents, notamment à la réalité virtuelle, parce qu'ils ont une sensation d'immersion qui est très très forte, mais presque trop forte, et qui peuvent troubler les sens. La réalité mixte, pour le coup, permet de conserver son référentiel réel. Un autre schéma qui est toujours intéressant et qui est connu des spécialistes, c'est ce qu'on appelle le continuum réel-virtuel. Et justement, je vous ai expliqué juste avant les différences entre la réalité mixte, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été effectivement énoncé par Milgram et Kishino en 1994. Il y a en fonction de là où on place le curseur, effectivement, les expériences sont différentes. Mais tout ça ne forme qu'un seul corpus scientifique, si on dit. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité étendue, la XR, pour justement avoir quelque chose qui englobe toutes ces réalités mixtes, virtuelles et réelles, augmentées. Alors, les usages. Aujourd'hui, les usages, ils sont multiples. Je vous ai présenté quelques références de nos clients tout à l'heure. On parlait beaucoup au début des années 90 des pionniers dans le domaine du transport, notamment automobile et aéronautique. Évidemment, les grands manufacturiers utilisent ces technologies et l'utilisent depuis longtemps dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine du naval, civil ou militaire. Le domaine militaire et de la défense est également un très très important utilisateur de ces technologies. Et puis des domaines qui étaient un peu plus à la marge commencent vraiment à s'approprier ces technologies. La santé fait partie quand même des secteurs qui ont été très pionniers dans ce domaine, mais qui de coup sont en train d'accélérer. Dans le domaine du commerce également, on commence à avoir des expériences très intéressantes et qui sont intéressantes non pas pour le côté uniquement gadget ou communication, mais également d'un point de vue marketing et donc business, développement, puisqu'on commence à avoir véritablement, derrière l'usage de ces technologies, de véritables retours sur investissement. Chez nous, on a l'habitude de parler de retour sur investissement, parce que c'est quand même quelque chose qui est attendu par les entreprises, mais également de retour sur émotion. Et ça, c'est des choses qu'on aime bien combiner, parce que finalement, quand on apporte une expérience de réalité mixte, de XR, quelque part, c'est effectivement, pour un industriel, pour une entreprise, ça doit avoir du sens d'un point de vue ROI, parce qu'on fait un investissement malgré tout, et au-delà des matériels, il y a un investissement en termes de temps, de ressources, etc. Mais au-delà de ça, ce qui est parfois intéressant à prendre en compte, en considération, c'est ce que ça va apporter sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, ça veut dire aussi sur le plan des utilisateurs, sur le plan des collaborateurs, sur le plan des clients. Et c'est des choses qui sont beaucoup moins tangibles, pour ne pas dire complètement intangibles, mais qui sont malgré tout importantes à prendre en considération. Et un des secteurs, pour terminer sur les usages, parce que j'essaie d'aller assez vite pour laisser le temps après à nos speakers de vous présenter leur solution. Un des secteurs en ce moment qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans le domaine de la XR, c'est l'éducation et la formation. C'est un des secteurs qui est certainement le plus en vogue et pour lequel il y a certainement le plus de potentiel actuellement. Voilà, une nouvelle façon de former les utilisateurs, beaucoup plus immersive, en interaction aussi, et justement donc des solutions qui vont favoriser, je dirais aussi une rétention de l'information et donc un meilleur apprentissage. Pour terminer, parce que je crois que c'est peut-être ma dernière slide, enfin c'est une de mes dernières slides, voilà quelques chiffres. Alors ça date de 2019, c'était publié par Le Monde, ça a un peu évolué, vous allez voir, mais bon, c'est intéressant de voir effectivement l'évolution même des prix. Aujourd'hui, les prix des casques, si je vois le prix de l'Oculus, aujourd'hui on est descendu même à 350 €. Voilà, je vous laisse prendre un peu connaissance, mais on est quand même sur un marché qui
qui existe depuis effectivement longtemps, mais qui est en pleine évolution et qui va véritablement accélérer dans les années à venir. Et demain, pour conclure, demain, qu'est-ce qu'on va imaginer? Comment est-ce qu'on peut voir le monde de demain? Mais il y a plein de choses qui arrivent en fait. Il y a des technologies qui vont aussi continuer à nous aider à faire révolutionner finalement ces usages. On parle aujourd'hui de 5G, on commence même à parler déjà de 6G. Donc ça veut dire la donnée, la data partout, tout le temps, accessible à tout le monde. On commence à voir arriver notamment donc les lidars. Donc, Apple a annoncé le lidar dans l'iPhone 12. Le lidar, qu'est-ce que c'est? C'est donc un radar, un espèce de scanner qui va permettre de filmer votre environnement en 3D et donc potentiellement de reconstruire le monde en 3D, d'avoir peut-être un jumeau numérique de notre planète en 3D. Donc imaginons de nouvelles expériences qui peuvent mêler à la fois le réel et le virtuel. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la captation des données physiologiques. Aujourd'hui, on parlait beaucoup d'eye tracking, donc le suivi du regard qui permet d'avoir des informations importantes. Mais là, on va pouvoir aussi avoir des informations qui vont être intégrées dans les casques, notamment dans le prochain casque de HP, le Reverb Omniscient, qui va permettre de capter des informations émotionnelles de la personne, en prenant par exemple ses pulsations, sa tension, etc. Et ça peut avoir vraiment des implications intéressantes dans les expériences qu'on va créer demain pour avoir des expériences qui soient plus proches, encore une fois, de l'humain, prendre en considération ses émotions pour aussi les partager avec les autres et pourquoi pas imaginer, comme on peut le voir sur cette image, la visioconférence, la téléprésence de demain, beaucoup plus, on va dire, expérientielle et avec beaucoup plus de présence, même si les personnes sur cette image ne sont pas forcément très souriantes. Voilà comment on peut voir les choses. Et en tout cas, je vais laisser du coup la parole au prochain speaker et Alain faire la transition. En tout cas, je vous remercie à tous et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses dans cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. C'est effectivement toujours intéressant de voir que les choses qu'on croit nouvelles ont commencé il y a des dizaines d'années. Et c'est toujours intéressant aussi de parler de 6G, alors quand on voit la manière dont on peut se disputer aujourd'hui dans les médias sur la 5G. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tuyaux de plus en plus larges pour faire passer de plus en plus de data et ça c'est indispensable. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Je crois que on a un bel overview et on va maintenant rentrer dans un petit peu plus de détails, en tout cas au niveau des secteurs. Et donc, je vais d'emblée passer la parole à Antoine Barrage du CNES en France, qui va nous montrer comment on prépare les équipements spatiaux du futur grâce à la XR. Tout à fait. Alors, attendez. Alors, Bonjour. Antoine, c'est à vous. Oui, vous Voilà, m'entendez? parfait, Alors, j'ai très un bien. problème sur l'écran de ma caméra. Je regarde juste ce qui se passe. Je vois qu'il y a un défaut dessus. 2 secondes, je suis à vous. Hop. Voilà, j'ai Voilà, remis le fond c'est qui est peut-être parfait. plus agréable. Voilà. Alors, je vais partager ma présentation. Hop. Voilà. Vous me dites si vous voyez, si c'est bon pour vous. Et puis, je pourrais pouvoir démarrer. Je pense que ça devrait être bon, non? Pour nous, c'est bon. D'accord, parfait. Donc bonjour, oui, je suis Antoine Barrage, donc je travaille au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, et donc je vais aller plus vite dans le sujet. Je ne vais pas raconter la vie du CNES, ce ne serait pas l'objet de la présentation là. Je vais vous montrer un peu rapidement qu'est-ce qu'on fait au fait au CNES au travers de ces nouvelles technologies, comment on les exploite, et quelques idées voilà, quelques éléments qui vont permettre peut-être de voir si un jour vous travaillez sur cette technologie-là, des choses à avoir en tête. Alors, les technologies immersives au CNES. Alors, on appelle ça nous une technologie immersive, parce que comme disait Mathieu, on est à la fois sur les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle et donc de réalité mixte. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle technologie immersive, parce que pour nous, c'est un domaine un petit peu plus large. Là, juste en introduction, ce que vous voyez là, c'est pas un montage, en fait, c'est le Pâtir Ariane 6 qu'on voit à travers le casque de réalité virtuelle. Et donc, lorsque j'avais mis le casque, il y avait un écran derrière moi qui reprojetait ce que je voyais dans ce casque. Donc, c'était pas une vue d'artiste, c'est vraiment la vue exacte de ce qui se passe dans le casque de réalité virtuelle. Alors, je voulais juste apporter une précision avant de montrer un peu les usages. Lorsqu'on utilise un casque de réalité virtuelle, en entreprise comme la nôtre, on est obligé d'abord de s'assurer que c'est un équipement qu'on peut intégrer dans l'entreprise. C'est souvent un peu oublié des fois dans certains secteurs. Nous, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on veut qu'une technologie comme celle-là, elle soit appropriée par les gens au plus vite et notamment par les métiers qui travaillent dans la 3D, il faut absolument que ça soit au plus près de leur activité. Donc pour ça, on est obligé de s'assurer que ces genres de casques ont une certification et donc
qu'on est autorisé à les brancher sur des PC 3D qui sont intégrés dans l'entreprise et qui fonctionnent dans un système d'information d'entreprise. Là, vous avez un exemple, c'est le casque HTC Vive, c'est un de ceux qu'on a certifié. Donc, certification, je ne vais pas vous donner les détails, mais, parce qu'il y a pas mal de choses, mais en gros, c'est certifier le matériel et le logiciel qui pilote le casque pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème pour l'intégrer à l'entreprise. Voilà, donc là, on voit un petit peu l'intérêt aussi de ce genre d'équipement lorsqu'on parle de réalité virtuelle. Là, j'ai donné quelques exemples. Le prix qui était plutôt abordable, à l'époque, on était autour de 1 000 €, ça a baissé depuis. Ce qui est important, c'est tout ce qui est le côté immersif d'un casque. Lorsqu'on fait la réalité virtuelle, par exemple, il faut avoir une capacité de se déplacer. Les casques les plus intéressants sont les casques où on va pouvoir avancer ou reculer en même temps qu'on observe un objet, puisque on va reproduire les gestes humains et c'est extrêmement important pour pouvoir travailler ou faire des activités, comme je vais vous montrer après. Ce qui est intéressant dans ces cas, c'est qu'ils sont effectivement performants aujourd'hui et en plus, ils sont très simples à installer. Alors allez, on va dire relativement simples, mais ces cas sont prévus pour fonctionner pour le grand public. Donc ça veut dire qu'avec une interface très simplifiée, on va être capable de les installer. Donc, de fait, entreprise, ça va être la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme activité au CNES pour la réalité virtuelle? On a 4 axes de travail principaux, comme vous le voyez là. Il y a tout ce qui est, alors attendez, je vais vous montrer, je dois pouvoir vous pointer. Hop, voilà, ici, là, on va voir tout ce qui est l'aide à la conception. Donc, c'est comment je vais pouvoir ouvrir des modèles 3D qu'on a déjà fabriqués, parce que c'est notre richesse au CNES, ce sont les modèles 3D de conception, et comment je vais pouvoir les ouvrir directement dans le casque pour observer l'objet à l'échelle telle qu'il devrait être si je l'avais construit. Il faut imaginer que c'est une maquette comme c'est une maquette grandeur nature, mais entièrement numérique. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet en fait d'analyser, d'étudier un modèle 3D qui souvent est trop grand, hein. Vous voyez l'exemple encore du Pathé Ariane 6, un lanceur qui fait 80 mètres de haut, enfin 60 mètres de haut, un Mac à côté qui fait 80 mètres de haut, on ne fera jamais de maquette de ça. Or là, on va pouvoir travailler sur une maquette numérique et déjà voir s'il y a peut-être des imperfections, des problèmes qui sont rencontrés ou qui sont étudiés à travers la réalité virtuelle et qui vont nous permettre de corriger avant de commencer à fabriquer quoi que ce soit. Donc, c'est cette premier axe qu'on appelle l'aide à la conception. Cet axe va permettre de découler un deuxième qui est ce qu'on appelle étude ergonomique. À partir du moment où j'ai un modèle qui a taille réelle, je vais pouvoir commencer à travailler avec des outils qui vont me permettre de m'immerger dans ce modèle et surtout de simuler des opérations, simuler une posture, simuler une intervention, simuler une action ou simuler par exemple un geste qu'on voudrait faire dans la vie réelle devant un objet. Est-ce que ce geste, je peux le reproduire et je peux le faire déjà en numérique? Et si je peux pas le faire, peut-être que j'ai un problème de conception qui va nécessiter de revoir le modèle 3D derrière. Donc, on va pouvoir travailler sur cette partie, ce qu'on appelle étude ergonomique. Donc là, vous avez les différents gains, entre guillemets, estimés lorsqu'on fait ce genre de travaux avec ces outils-là. Un troisième axe qui prend encore plus de sens aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de collaboration multisite. C'est comment je vais pouvoir, à plusieurs personnes, être en même temps dans une sorte de salle virtuelle où j'ai cet objet ou ces objets 3D que je vois à taille réelle et que je vais pouvoir manipuler en commun et à plusieurs pour pouvoir discuter. Et nous, c'est extrêmement utile lorsque le CNES étant sur différents sites géographiques, on va pouvoir faire travailler notamment Paris et Toulouse sur un même modèle 3D parce qu'on a des expertises qui ne sont pas les mêmes entre ceux de Paris et ceux de Toulouse et ils ont besoin de partager l'information. Et aujourd'hui, pour se déplacer, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment, donc c'est très pratique. Quatrième axe, la simulation. Alors la simulation, on va passer sur un domaine un peu différent. Autant les 3 premiers étaient plutôt à travers un objet 3D qu'on a fabriqué qui n'est pas forcément reproduit à l'identique et exactement tel qu'il est dans le monde réel d'un point de vue visuel. Je m'explique. Par exemple, là, vous avez, comme je disais, le lanceur Ariane 6. Le lanceur Ariane 6 que vous voyez là, il n'a pas de texture, il n'est pas blanc, il n'a pas de logo marqué CNES, ESA ou ce qu'on veut, parce que l'objet 3D, ce qui est important, c'est de voir sa forme, sa structure et pas forcément son design, enfin son design visuel. À partir du moment où on fait la simulation, on va vouloir avoir un rendu qu'on appelle réaliste. On va se rapprocher un peu du monde réel. Et la simulation, c'est aussi tout ce qui va être l'animation, faire déplacer des objets, les faire se dérouler dans un contexte ou une sorte de scénario qu'on aura défini, alors que les 3 premiers vont plutôt être sur un objet qui ne bouge pas, mais ou sur lequel on va agir dessus. En fait. Je vais vous montrer quelques vidéos. Alors, j'espère qu'elles ne seront pas trop ralenties parce que là, c'est un peu compliqué peut-être en ce moment avec le réseau. Alors, hop. Alors, premier exemple de la conception. Là, on va se retrouver à 2 personnes sur un prototype de lanceur où là, donc là, on va travailler le casque. Je rentre avec ma tête en fait dans le modèle 3D. Alors, la vidéo va un peu vite, je suis désolé. Je
j'enlève un objet et je commence en fait à travailler en disant bah, voilà, sur ce lanceur ou sur ce concept, il y a un problème là sur un pas de vis et puis il faut rajouter une batterie. Donc je suis en train de dessiner en fait dans le modèle 3D en réalité virtuelle directement la zone en fait où je vais poser cette batterie et puis je vais commencer à la fabriquer de façon très grossière parce qu'au début c'est des études et des analyses qu'on fait, donc on n'est pas là pour faire un super modèle, mais surtout je crée un bloc et je dis voilà, il faudra absolument à cet endroit-là rajouter un, une batterie ou une forme de batterie ou un équivalent en termes de taille et qui sera positionné à un endroit particulier. Donc, à travers cette vidéo, on voit deux choses. C'est la collaboration avec une personne qui regarde ce qu'on fait et en même temps être acteur dans un modèle 3D qui lui est taille réelle parce que ce lanceur est à horizontal. Il fait 10 à 20 mètres de long et puis 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Et donc, on est dans cette espèce de maquette, mais qui est entièrement numérique à l'échelle réelle. Cette deuxième vidéo, on est sur le Patya Ariane 5, donc le lanceur qui est lanceur historique depuis une vingtaine d'années, et qui là, en fait, on est sur ce Patya et on va pouvoir regarder ce lanceur. Donc là, j'ai réussi à faire une incrustation pour qu'on me voit en train de bouger la tête. Et en fait, on déplace le lanceur, vous voyez très facilement, hein, c'est un modèle 3D. Puis derrière, c'est pour observer le mât. Donc on peut aussi bouger des très grands objets, puisque de toute façon, un objet virtuel, par définition, il n'a pas de poids ni de choses. Donc on peut être une espèce de Superman qui va pouvoir agir sur n'importe quel équipement, dans n'importe quelle condition. Un troisième exemple, j'ai parlé d'études ergonomiques. Alors là, c'est un autre exemple où je suis moi, d'un point de vue, j'ai une caméra fixe qui regarde et j'ai un collègue qui, lui, est en réalité virtuelle, mais lui, il a des capteurs et donc il a une espèce de mannequin que vous voyez, un mannequin ergonomique, on appelle ça, où il va simuler en fait une posture. Donc dès qu'il bouge, en fait, vous voyez les couleurs du mannequin qui le représente changent de couleur, passe du vert vers le rouge. C'est pour montrer les contraintes qui s'appliquent sur son corps et lui-même fait un geste particulier. Et l'objectif, là, par exemple, c'est d'observer ce qu'il fait comme geste pour voir si les mouvements qu'il applique ne percutent pas les équipements qu'il y a autour de cet objet qu'on appelle une case d'équipement. Et donc, après, il va essayer de faire intégrer une batterie. Donc, en fait, il est en train de reproduire un mouvement et un geste, une action qui serait comme si on le faisait dans la vie réelle lorsqu'il est en train de fabriquer cette pièce de lanceur. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur ce genre d'activité et c'est extrêmement pratique parce que la personne, elle fait ses gestes naturels de mouvement et nous, on voit comment s'appliquent ces gestes et quels sont les problèmes que ça peut poser dans un modèle 3D qu'on va pouvoir corriger, comme je disais, avant de peut-être construire ce modèle au final quand on aura fait plein de scénarios différents et qu'on aura vu peut-être qu'il y a un scénario qui sort du lot, qui répondrait à la problématique. On en aura créé peut-être 45 avant et on sera sûr que là, le scénario va pouvoir être vraiment réalisé d'un point de vue production. Je vais passer à la simulation. Je vais sortir un peu du monde là des lanceurs. Là, c'est un autre exemple qui est très différent. C'est donc on va simuler. Alors, il faut savoir au CNES, il y a un projet d'envoi d'un satellite et d'un rover, donc un petit robot sur Phobos. Phobos, c'est une lune de Mars. Donc là, vous voyez là, c'est la couleur, je dirais marron clair là c'est la structure de Phobos. Et en face, vous avez Mars. Et donc, pour envoyer ce rover, il y a tout un travail qui est en train d'être construit sur la conception de ce rover, mais aussi sur une problématique, c'est quand le rover atterrit, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il voit. Et donc, on a fait une simulation où, en fait, en réalité virtuelle, on va pouvoir en fait regarder Phobos, tourner autour de Phobos pour choisir en fait le meilleur lieu. Là, je suis en train de bouger le temps, et en bougeant le temps, donc c'est les éphémérides, on va bouger le Soleil, on va bouger Mars, et il y a des ombrages puisque Mars peut cacher le Soleil ou pas selon les différentes inclinaisons. Et on va comme ça choisir le temps qui nous va bien, le lieu qui nous va bien en zoomant petit à petit. Oui, je suis en train de zoomer de plus en plus. Je choisis un petit triangle qui est un site d'atterrissage. Et hop, quand je clique sur cet atterrissage, je me retrouve sur la zone où je voulais être. Et là, j'ai une simulation de ce que je verrais si j'étais sur Phobos. Alors, c'est une simulation, c'est pas forcément le vrai Phobos. Aujourd'hui, on n'a pas dit photo de Phobos aussi près. Donc, on a imaginé ce sol, comment il est. Et j'ai ce rover qui est devant moi et je vais pouvoir commencer à le manipuler, le mettre dans des conditions qui vont être plus ou moins favorables pour lui pour commencer à simuler ce que lui va pouvoir voir et ce qui va surtout être masqué par lui ou par sa propre ombre ou par l'ombre d'un caillou qui va le gêner lorsqu'il sera en train de rouler. Et donc, on est en train de préparer des simulations comme ça et des études pour voir des cas d'usage, on va dire, et des choses qui peuvent ne pas marcher si on se retrouve sur certaines facettes de Phobos, etc., etc. Donc voilà, une première exemple de cette fois-ci de simulation. On part de la conception à la simulation. J'ai deux autres exemples de simulation ici. J'en ai une autre là, c'est donc les Perseus. Alors, je fais une pause pour vous expliquer. Perseus, c'est des fusées étudiantes depuis pas mal d'années. Le CNES fait travailler des étudiants sur des
des micro-lanceurs, des petits lanceurs qui ne volent pas forcément très haut, mais à chaque fois avec des objectifs différents. Parfois, c'est l'objectif d'un lanceur sur un type de carburant particulier. Parfois, c'est un lanceur qui doit pouvoir redescendre avec un parachute. Bon, bref, plein d'exemples. Or, comme c'est des étudiants, les étudiants, ils passent régulièrement, on va dire. Il y a des nouveaux étudiants qui arrivent, des anciens qui s'en vont, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre en réalité virtuelle une sorte de musée des différents en fait, lanceurs qui ont été faits depuis là en 2008, 2009 jusqu'à nos jours. Et en fait, l'idée, c'est pour que les jeunes qui travaillent, qui vont travailler sur ces fusées, connaissent ce qui s'est passé avant. Et donc, ils vont pouvoir, en réalité virtuelle, se promener dans ce musée. Ils vont pouvoir manipuler les différentes fusées. C'est-à-dire que là, on voit qu'on peut prendre des différentes pièces. C'est ce que je suis en train de faire. Hop, on prend une pièce et puis on a des informations sur la pièce. Un accumulateur, une batterie, une carte électronique. Et avec à chaque fois l'explication de à quoi sert la pièce, quel est l'objectif du lanceur lui-même, c'est ce qu'on voit derrière. Et on peut comme ça manipuler les différents objets et être dans un espèce de musée pseudo-réaliste, parce que vous voyez bien que ce musée n'existe pas, bien sûr, hein, c'est un musée inventé, mais c'est pas grave. Et surtout, ça peut aider les étudiants à mieux comprendre ce qui a été fait, voire quand ils doivent retravailler sur une fusée qui a été faite quelques années avant, ils ont déjà quelques informations très rapidement, sans avoir besoin de retrouver la documentation qui parfois est très fastidieuse à lire. Donc voilà, ça c'était Perseus. Après, on va avoir une dernière chose qu'on peut faire en simulation. J'en ai bien sûr plein d'autres, mais là, je ne peux pas tout vous montrer. Donc là, ça va être un déroulé d'opération sur un site en Guyane. Hop, pardon, je vais passer à côté. Hop, je reviens. Voilà, on va voir en fait un déroulé d'arriver en fait d'un lanceur, les différents équipements, enfin les différents morceaux du lanceur qui vont arriver et le montage qui va se dérouler, tout ça en réalité virtuelle. Donc comme une espèce de film en fait qui se déroule devant soi, mais dans le film on est acteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer autour de ce film, on va pouvoir faire des pauses, redémarrer, restopper. Donc là on fait un peu en accéléré, mais on se déplace, on voit le lanceur qui est en train de se préparer, et puis on va le faire décoller rapidement. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui se passe derrière le site de lancement, et puis on va pouvoir éventuellement revenir voir ce qui se passe devant. Le lanceur arrive, pof, on fait pause, on l'arrête, et on pourra regarder ce qui se passe autour pendant que le lanceur est en train d'attendre. Vous voyez, donc c'est une espèce de film interactif, on est nous-mêmes acteurs, et donc on va pouvoir voir sous différents angles un déroulé d'opération que l'on a constitué. Oui, c'est bon, c'est fini. Ensuite, il y a après un autre axe de travail. Là, je sors de la réalité virtuelle, je passe sur la réalité augmentée. La réalité augmentée, donc là, comme a dit Mathieu, c'est beaucoup plus utilisé, non pas un monde virtuel, mais voir le réel et à travers le réel, mettre des éléments numériques. On a 3 axes de travail aujourd'hui au CNES principaux sur cette réalité augmentée. Une partie communication en bas à droite. En haut à droite, il y a tout ce qui va être plutôt la formation. C'est des premières études de formation, c'est des choses qui démarrent tout juste. Et puis, il y a tout ce qui va être aide aux opérations, aide assistance à distance quand on est sur le terrain, et tout ce qui va être aussi sur la partie construction. C'est des premières études qu'on est en train de faire. J'ai un petit exemple que je vais essayer de montrer rapidement. Là, c'est d'outils de communication, hein. C'est un décollage Ariane 5 qu'on fait à travers la lunette HoloLens. Donc, là, ce qu'on voit, c'est à travers la lunette, on est dans le bureau, mais on voit cette espèce d'objet qu'on appelle un hologramme qui est posé sur une table et qui tourne avec donc c'est le lanceur Ariane 5 avec sur son pas de tir, avec les différents, ce qu'on appelle les carnaux là, qui vont faire sortir toute la fumée. Et puis, on va pouvoir se rapprocher, on va pouvoir regarder ce qui se passe autour. Alors, je vais essayer de vous avancer parce que la vidéo est un petit peu longue. Et à un moment donné, on va pouvoir dire, je voudrais voir comment on appelle ça, un décollage. Donc, on va pouvoir lancer un décollage. Donc là, je vous ai avancé un peu vite la vidéo, c'est pour que vous puissiez directement la partie qui nous intéressait. Donc voilà, on voit le décollage. Il y a les moteurs qui va s'allumer, le dézoomage parce que sinon on ne voit pas le site de lancement, et on va voir cette espèce de fusée qui va décoller dans la lunette. Donc elle n'existe pas bien sûr dans le bureau, hein, elle est directement intégrée à la lunette, mais par contre, elle utilise l'environnement pour être posée sur cette table, et on a l'impression que cette fusée va traverser le plafond. Donc, c'est plutôt une petite communication, mais voilà, c'est un exemple d'usage de la réalité augmentée et ce qu'on peut y faire d'un point de vue pratique. Je vais finir par quatre principes qu'on utilise lorsqu'on s'est mis sur ces technologies-là. Ça peut peut-être vous servir. La première, c'est savoir utiliser l'existant. En fait, il faut éviter de réinventer à chaque fois la roue. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer un peu de connaître ce qui existe dans ces technologies-là, à la fois d'un point de vue matériel, bien sûr, en termes d'équipement, équipement de réalité virtuelle, équipement de réalité augmentée, les lunettes connectées, tout ce qu'on veut, et aussi d'un point de vue développement.
si on fait du développement, c'est quels sont les moteurs qui savent faire de la réalité virtuelle, les moteurs 3D, les moteurs qui savent faire de la réalité augmentée, et définir là-dedans par rapport à son contexte d'entreprise, qu'est-ce qu'on va plutôt prendre comme type de moteur par rapport aussi aux compétences qu'on a pour pouvoir développer après des contenus que l'on souhaite de réalité augmentée ou de réalité virtuelle par rapport à des besoins. C'est important parce que j'ai déjà vu certaines sociétés qui avaient tendance à vouloir refaire des choses, quoi, refaire un moteur 3D. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ces moteurs 3D aujourd'hui sont très performants, font plein de choses et mieux vaut savoir les exploiter et en profiter au maximum que d'essayer de réinventer des choses qui vont être très coûteuses et qui vont peut-être pas pouvoir forcément finalement vous être très utiles. Deuxième chose, dans savoir utiliser l'existant, c'est savoir utiliser les capacités du moteur. Là, par exemple, nous, ce qu'on utilise, c'est le moteur 3D, s'appelle Unity. Ce moteur est très intéressant parce qu'il fait la réalité virtuelle, il fait la réalité augmentée, mais il ne fait pas que ça. Si on prend le contexte d'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu difficile à un moment donné, c'est que on a un laboratoire de technologie immersive, on a des casques de réalité virtuelle, et puis tous les gens se retrouvent à être chez eux, et puis ils n'ont pas de PC 3D, ils n'ont pas d'outils de performance pour pouvoir suivre la réalité virtuelle parce qu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas d'équipement, tout simplement parce que tous les équipements étaient dans les différents labos au CNES. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, on dit, avec le moteur 3D, on n'est pas obligé de forcément faire une expérience absolument en réalité virtuelle, on la proposera plus tard. On fait des expériences plutôt 3D classiques qui marchent sur des PC standards. Et les gens vont continuer à travailler avec la 3D plutôt classique. Et puis, dès qu'on pourra être, on va dire, déconfiné ou revenir dans un environnement normal, on va pouvoir les faire partager l'expérience en réalité virtuelle quand ils viendront sur site. Mais on les fait quand même travailler sur la technologie 3D classique en attendant que. Et de toute façon, le moteur 3D sait le faire. Il sait dire, l'export, ça sera un export 3D, pas un export réalité virtuelle, mais on saura faire la réalité virtuelle avec la même application de départ pour l'exporter en réalité virtuelle. Et puis, ça, c'est pour les sorties. Puis, il y a tout ce qui est les entrées, toutes les différentes façons de pouvoir je dirais, interfacer le moteur 3D avec des contenus qu'on a. On peut ingérer des fichiers de texte qui sont extérieurs. Lorsque je vous ai montré Phobos, les éphémérides, le mouvement des planètes, ce n'est pas dans le moteur 3D qu'on l'a géré. On l'a géré parce qu'on a un fichier au départ qui donne les éphémérides et qu'on ingère dans le moteur 3D qui sait les lire. Donc, je peux ingérer toute forme d'éléments en interne et sortir après une application dans n'importe quel format qui m'intéresse. Et ça, c'est la grande puissance de ces moteurs d'aujourd'hui. Dans les trois derniers points, il y a tout ce qui est le SI, ce qu'on appelle SI vers le métier. C'est quoi? C'est que pour pouvoir faire adhérer et faire marcher ces technologies-là pour les métiers, il a fallu côté système d'information, qu'on se rapproche au plus près des métiers et qu'on n'attende pas que les métiers nous disent tiens, j'aimerais bien cette technologie-là. En fait, on a amené la technologie auprès des métiers parce que c'était plus pragmatique de le prendre d'un point de vue technique que de la point de vue métier, parce que les métiers n'étaient pas dans l'idée d'utiliser la réalité virtuelle au départ. Ils n'avaient pas imaginé que c'était un usage parce que des ingénieurs, ce qui est normal, on leur propose outils et ils pensent que ça leur suffit. Et puis lorsqu'on les met dans leur maquette 3D, à taille réelle, alors là, il se passe quelque chose. Mais ça, il a fallu l'amener à travers le SI en disant, regardez, vous voyez, sur votre PC, je vous branche le casque, je vous mets votre maquette 3D et regardez. Donc, c'est comment amener le SI et le métier à se rapprocher. C'est souvent des complications qu'il y a dans plein de sociétés, pas que la nôtre, hein, bien sûr. C'est pour qu'il y ait cette espèce de frontières qui se disparaissent et que soit le SI, soit le métier s'interfacent entre eux pour pouvoir être efficace. Le point 3 et le point 4. Alors, le point 3, c'est ce que j'appelle un POC intégré uniquement. Lorsqu'on fait des essais ou des études avec des logiciels ou des technologies, une des erreurs, c'est de dire tiens, je vais faire un essai à part dans un contexte hors de l'entreprise, on va voir si les métiers ça leur plaît et après on va essayer de le faire. 70% des cas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le contexte est un contexte qui est tellement en dehors de l'entreprise qu'il n'est pas intégrable dans l'entreprise. Donc nous, on a fait la démarche inverse. On dit s'il y a une technologie qui nous intéresse, on voit d'abord ce qu'on peut intégrer à l'entreprise. Et si on peut intégrer à l'entreprise, après, on va pouvoir la proposer au métier. Parce que si on sait qu'on peut intégrer, en fait, on va vendre du rêve. On va dire regardez, c'est magnifique ce que vous pouvez faire avec ça, mais par contre, on ne pourra jamais le faire chez nous. Donc, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est du temps perdu. Et en plus, la crédibilité, on ne l'a plus parce que la deuxième fois qu'on va venir, ils vont dire vous êtes gentil. La première fois, vous êtes venu, vous avez montré un truc super, on ne l'a jamais eu. Donc, il faut pouvoir l'intégrer, savoir que c'est intégrable dans son entreprise si on veut pouvoir l'exploiter après derrière. Et la quatrième chose, et je finirai là, ce que j'appelle vers un cycle infini, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on va travailler dans ces technologies-là, c'est le début. Ça ne suffira pas de dire ah, j'ai un moteur 3D qui marche, j'ai un casque qui marche, c'est très bien, je fais quelque chose de super et je m'arrête. C'est bien l'inverse. On va commencer dans un cycle, on va pouvoir voir les technologies qui vont évoluer, on va pouvoir s'intéresser au moteur, comment lui-même évolue, qu'est-ce qu'il propose comme fonctionnalité, quels sont les différents équipements qui arrivent, quels sont les nouveaux usages qui arrivent, et on part sur un cycle d'un nouveau système d'information, en tout cas de nouveaux concepts qui vont continuer à devoir vivre au fur et à mesure qu'on va pouvoir les apprendre. Et s'arrêter à un moment donné en disant ça marche, je m'arrête là, c'est perdu d'avance parce qu'au bout de 3 ans, ça risque de plus marcher.
Voilà, j'ai fini. Je vais maintenant laisser la main aux autres personnes. Mais merci beaucoup, Antoine, c'est vraiment passionnant. On va évidemment rester dans l'espace et ce que vous avez montré, c'est évidemment toute une série de métiers au sein du CNES, mais qui existent dans d'autres entreprises. Mais pour qu'on puisse utiliser la XR dans les entreprises, il faut des jeunes. Il faut des jeunes qui se développent, qui deviennent des développeurs, qui utilisent les moteurs 3D. On a vu Unity, il y en a d'autres. Et ça, c'est peut-être aussi un peu un rôle de notre prochain intervenant, c'est-à-dire Jean-Marcel Thomas avec l'Eurospace Center, c'est de donner envie aux jeunes d'aller dans ces professions pour ensuite continuer à développer ce secteur au bénéfice de tous. Et donc, voilà, je pense que Mathieu l'avait aussi évoqué, la formation, la simulation, montrer aux jeunes, former au métier. Tout ça est vraiment passionnant et c'est ce qu'on va découvrir, en tout cas avec un centre tout à fait exceptionnel dans la province du Luxembourg en Belgique, qui est l'Eurospace Center. Et je te passe la parole, Jean-Marcel. Okay, super, merci beaucoup. Voilà, je me branche. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Je me mets en full écran. C'est bon? Pour nous, c'est bon. Ok, super. Tu peux y aller. Je m'appelle Jean-Marcel Thomas, je suis directeur de l'Eurospace Center, donc qui se situe à Redure, en province de Luxembourg, comme l'a dit Alain. Et donc, c'est un centre d'edutainment, donc c'est de l'éducation en s'amusant, dans lequel on a intégré depuis environ 7 années, avec la collaboration de la société Vigo Universal, dont Christophe parlera plus aisément tout à l'heure, comment on a intégré la réalité virtuelle. Alors, en 2 mots, l'Eurospace Center, donc, c'est donc un parc à thème, hein, le seul et unique parc à thème donc sur le thème de l'espace. On se prétend parc parce que l'interactivité dans l'upgrade dont Alain a parlé tout à l'heure est vraiment supérieure à une simple passivité d'un musée ou donc un simple dynamisme d'un centre d'interprétation. On y apprend pour la bonne et simple raison que la thématique qui est l'espace invite vraiment les jeunes à s'initier dans une visite simple à l'Eurospace Center, puis donc à venir en stage chez nous, et on compte plus de 14 stages différents, en passant par le Space Camp, le Rocket Camp, l'Astro Camp, le Earth Camp, le Sat Camp, le Robotic Camp, le camp de modélisation 3D, et j'en passe. Donc, pour travailler, on a un staff hyper motivé, des gens qui sont tous des passionnés de l'espace. On est une 50aine à travailler à l'Eurospace Center. Il faut dire qu'on réalise plus de 35 000 jours stages par an et on reçoit plus de 36 nationalités à travers le monde et on a environ 60 000 autres visiteurs, plus des événements. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu le contexte dans lequel ça se passe. Voici une présentation rapide de l'Eurospace Center.
Alors, l'Eurospace Center est constitué de différents espaces. Le premier est ce qu'on appelle le hub spatial. C'est un espace de test. On y a en fait comment donc intégré une dizaine d'exercices, des exercices qui ont été réalisés par l'ESA et la NASA. Ce sont des exercices qui ont été mis au point pour l'entraînement des astronautes eux-mêmes. Ce sont des exercices qui permettent d'évaluer à un jeune qui vient à l'Eurospace Center s'il a la capacité de devenir un astronaute. Il y a ici un Magic Box sur lequel on traite différents sujets, dont entre autres la naissance de l'univers, et puis la communication avec l'espace, et puis la façon dont on peut réaliser des lanceurs là-bas tout au fond, et les problématiques des astéroïdes et des choses comme ça. Ici, on travaille sur la thématique des glove box, une glove box double où l'un doit communiquer à l'autre les informations sur la façon dont placer les choses à l'intérieur de cette glove box. Là-bas, on va s'exercer à aller à la toilette, comme doivent le faire les astronautes d'ailleurs, parce qu'aller à la toilette, évidemment, quand on est en zero gravity, ce n'est pas la même chose que le faire quand on est sur Terre. Et puis, il y a toute une série d'autres exercices qui continuent. Nous avons aussi, à l'intérieur de l'Eurospace Center, un Mars Village. Mars Village qui est composé, lui, de 4 modules. Un premier module est un module sur le thème du voyage. Comment est-ce qu'on va aller sur Mars? Quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer? Comment est-ce qu'on va vivre pendant ce voyage? Qu'est-ce qu'on va mettre dans sa valise? Un deuxième ici sera un module sur le landing, sur l'atterrissage. Comment est-ce qu'on va atterrir? Où est-ce qu'on va atterrir? Quels sont les moyens technologiques qui nous permettront d'atterrir? Le troisième module est un module dans lequel on va présenter Mars aujourd'hui et demain. Et le dernier espace est le domaine de l'exploration martienne, qui se fait principalement, vous le savez, avec des petits robots à l'heure actuelle, mais on espère tous pouvoir y aller rapidement avec des astronautes, des martionautes plus exactement. L'Eurospace Center, c'est aussi un hall training, un espace d'expérimentation. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, eh bien, expérimenter, c'est tout d'abord et avant tout comment donc utiliser des simulateurs qui vont vous donner des sensations, des affects, des ressentis. Et on sait très bien que quand un jeune ou un moins jeune d'ailleurs vit dans le ressenti, vit dans les affects, à ce moment-là, il absorbe beaucoup mieux les connaissances, il apprend plus rapidement et retient beaucoup mieux ce qui est acquis. Donc, on a un grand hall d'entraînement spatial dans lequel vous avez toute une série d'engins. Nous avons ici un bassin de microgravité où nous allons travailler dans l'eau avec les plus jeunes. Nous avons un mur d'impesanteur. On va contrecarrer la zero gravity par rapport avec une masse d'eau dans des citernes extérieures et faire des réparations de satellites. Nous avons un EVA training copié sur l'exercice Argos de la NASA. Et puis, nous avons 2 multi-axes de gyroscopes mis au point à la demande de Neil Armstrong lors de sa gestion de crise, lors de sa mission sur Gemini, et des autres éléments tels que les free fall flight qui correspondent à faire vivre la chute libre que vivent les astronautes quand ils sont en IVA, donc en sortie extravéhiculaire. À l'Eurospace Center, nous avons développé tout ce qui était réalité virtuelle avec la société Vigo, et nous avons travaillé tout d'abord sur la Moonwalk, puis ensuite sur la Marswalk, qui sont la Marswalk XP. Alors nous, dans notre domaine, ce qui nous paraît essentiel, c'est de partir en fait d'une structure mécanique, parce que vous savez que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'à la limite, on peut retrouver dans son salon, on peut retrouver dans sa cuisine. Donc, il nous faut être the place to be. Et pour être the place to be, il faut pouvoir combiner en fait la réalité virtuelle à un instrument, à un élément, une attraction mécanique. Dans le cas ici de la Moonwalk et la Marswalk, en fait, c'est une chaise qui a un système de treuil tout en haut qu'on ne voit pas d'ici, là-bas en haut, avec un système de ressort qui permet d'être 3 fois ou 6 fois plus léger en fonction qu'on se retrouve sur la Lune ou sur Mars. Et avec la société Vigo Universelle, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis au point
Un système au tout début des Oculus, parce qu'on a réalisé ça quand les Oculus ne connaissaient pas encore de boussole, ne connaissaient pas encore de gyroscope, et donc on a intégré avec un ordinateur toute une série de senseurs, donc une boussole, un gyroscope, une caméra 3D que l'on voit ici en dessous, hein, et un écran, bien sûr, pour que le moniteur qui manipule évidemment la chaise puisse voir ce que voit exactement la personne qui est sur celle-ci et qui, elle, porte le casque Oculus sur sa tête. Et donc, on le voit ici, la jeune fille ici est en train de marcher sur la Lune comme si elle y était, comme si elle était un astronaute en train de marcher sur la Lune. Cela permet de vivre une expérience à la fois physique et à la fois, je dirais, purement visuelle. La combinaison des deux provoque évidemment chez les jeunes et les moins jeunes une expérience ressentie au niveau des affects qu'elle ne peut vivre nulle part ailleurs et qui est donc de ce fait-là unique. Et là, on retrouve le côté de ce que j'appelle de place to be. On l'a réalisé directement après sur Mars. Et donc là, avec un sol martien, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on a des stickers représentant Mars ou représentant la Lune, qui sont les stickers qui permettent le repérage de la caméra par rapport à la synchronisation avec le film, mais aussi avec la tête qui tourne, avec l'ensemble du corps qui tourne, hein, et ça donne des visuels comme ceci. Un deuxième représentant un petit peu plus la partie lunaire. Alors, je peux vous dire que nous avons fait tester ces deux simulateurs à beaucoup d'astronautes tels que Jean-François Clairoy, Claudie Ogneré, Dirk Frimouth, etc., etc. Ce sont des gens qui ont été complètement bluffés par l'expérience que l'on pouvait leur faire vivre, d'autant plus que ces trois astronautes, en l'occurrence, Jean-François n'a pas eu l'occasion d'aller sur la Lune eux-mêmes. Et donc là, ils se sont dit, waouh, ah oui, d'accord, là, j'ai quand même cru que j'y étais, j'ai quand même cru que je pouvais vivre quelque chose que j'aurais peut-être aimé vivre dans ma vie, que je n'ai pas eu l'occasion, mais j'ai fait des choses. Ils ont souvent fait déjà des choses extraordinaires puisqu'ils sont allés dans l'espace. Mais là, ils disaient, waouh, vraiment, là, j'ai senti quelque chose. Alors, on ne s'est pas arrêté là au niveau de l'Eurospace Center. On a réalisé les SFU, les Space Flight Unit. Space Flight Unit, c'est en fait un exosquelette hein, qui permet de découvrir Mars. Alors, ce qui était important ici, de nouveau, c'est qu'on a une structure mécanique avec laquelle on peut travailler. On avait déjà pensé au départ de travailler sur base d'un exosquelette qui s'appelait Icaros et qui est fait pour les salles de sport, mais qui était beaucoup trop physique et qui ne permettait pas suffisamment de rentrer dans l'imaginaire et dans le travail qu'on invite à faire ici par rapport à Mars. Alors évidemment, on a en plus un ordinateur, un casque, des manettes qui, elles, sont fixées dans la structure même de l'hypersuite. Et alors, on a un scénario. Alors ça, c'est important aussi de le dire. Ici, on part à la découverte de Mars, on crée un scénario. Donc, on crée un scénario dans lequel on s'introduit comme si on était entre le film et la gamification, puisque l'histoire, c'est de faire un dédocking d'une station orbitale autour de Mars, de découvrir Phobos et Deimos, un petit peu différemment
que ce que Antoine proposait tout à l'heure, évidemment moins sophistiqué, mais on les découvre très rapidement. On voit les 2 pôles glacés qui existent sur Mars, on voit le mont Olympe, et puis on descend vers les lits de rivières, vers les mers asséchées de Mars, où là, dans le scénario, vous avez pour mission de récupérer des cristaux dans lesquels il y a des échantillons, mais que les martionnautes qui sont sur place n'ont pas pu récupérer, et vous allez devoir récupérer ces cristaux avec ces échantillons de terre, de façon à les rapporter au HAP, à la base martienne, où sont installés les martionnautes sur place. Alors évidemment, il faut travailler parce que le moniteur ici doit expliquer aux jeunes un petit peu comment ça fonctionne. Les mouvements qu'on peut faire sur l'exosquelette permettent d'aller plus vite, moins vite, d'aller à gauche, d'aller à droite. Le fait de pouvoir encore tourner la tête à gauche, à droite permet de visionner des choses évidemment différentes. Et donc tout ça est évidemment fondamental pour bien fonctionner. Ici, on voit bien la structure de l'exosquelette sur lequel on est couché, hein, et ça donne ceci. Donc, vous avez compris que l'Eurospace Center était un créateur de héros spatial. Notre objectif, nous, est d'abord ici, dans la première démarche, dans la visite simple, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'espace, à l'intérêt de l'espace. Et quoi de mieux que la réalité virtuelle pour pouvoir leur offrir la possibilité de s'imaginer être sur la Lune, de s'imaginer être sur Mars, de s'imaginer être en train de piloter un shuttle qui permet donc de découvrir vraiment tout ce monde dans lequel, je l'espère, nous pourrons vivre demain, et en tout cas, si pas vivre, travailler et poursuivre. Donc, le rêve continue grâce à la réalité virtuelle, et demain, bien sûr, sur place dans le domaine du spatial. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marcel. Eh bien, on a vraiment bien voyagé dans les étoiles. On va peut-être maintenant redescendre sur Terre, puisqu'on va aller du côté de la pharmacie avec Nicolas Vertomen de la société Watt. Et on parle aussi d'ailleurs beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, mais pour d'autres raisons en ce moment. Donc, on va voir ce que cette société développe pour ce secteur-là, et ça, je pense que c'est aussi plein d'avenir. Nicolas, the floor is yours. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, on parle beaucoup de la pharma. On aimerait pouvoir en parler un petit peu moins. Mais voilà, l'actualité fait que… alors, oui, effectivement, je vais vous parler un petit peu de cette industrie. Et surtout, je vais d'abord revenir avec des choses qu'on connaît tous. Et on va revenir on va revenir un peu dans le passé. Je crois que ça va tous vous parler. Et il n'y a pas si longtemps que ça, quand on devait se rendre d'un point A à un point B, on avait, bon ici c'est un atlas, mais on avait ces fameux livrets de route. On devait rechercher dans un index le point A, le point B, et puis il fallait retrouver dans le plan en espérant que ce soit sur la même page. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en quelques clics, et c'est une application qu'on connaît tous, on peut non seulement connaître le trajet qu'on a effectué, mais en plus, on va pouvoir savoir à quelle heure il faut partir pour arriver à telle heure, les embouteillages qui pourraient éventuellement y avoir sur le chemin, les points d'utilité qui pourraient se trouver sur notre chemin. Je vais pouvoir partager. Donc, en fait, en gros, je vais pouvoir planifier, anticiper, préparer mon voyage en toute sérénité. Et c'est vraiment un élément, donc ça c'est une application, mais il en existe des tas qui donnent un accès direct et facile à l'information et aux données. Et c'est vraiment ce niveau de sérénité qu'on veut apporter dans cette industrie qui aujourd'hui est encore très loin de sa transformation digitale. Ici, j'ai repris un exemple d'outils qui sont utilisés. Donc on voit, alors qu'on vit tous dans un monde en 3 dimensions, et qu'on a l'habitude de ce monde et qu'il est a priori ce qui pourrait être le plus intuitif, on a encore une industrie qui travaille en 2D. Ici, c'est un outil pour chercher de l'information.
qui est réservé à des gens qui ont été formés pour pouvoir jouer avec ces outils-là et trouver facilement l'information. Pour les autres, c'est très compliqué. Donc, on a une industrie où ces données et informations ne sont pas accessibles à un niveau équivalent pour tous. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée au sein de Watt. C'était un petit peu pour la petite introduction. C'est de permettre un accès aux données et informations en temps réel, de permettre une contextualisation et une visualisation de ces données et informations pour permettre à tous dans cette industrie, aux hommes, aux femmes, peu importe leur background, peu importe leur niveau d'expertise, peu importe leur formation, de participer à cette excellence opérationnelle qui est chère à l'industrie. Donc, c'est avec ce message-là qu'aujourd'hui, on a réussi à convaincre des sociétés comme Sanofi, GSK, Merck, pour les plus connus d'entre nous. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Simplement, on leur a proposé une solution qui s'appelle Acobio, qui est une plateforme web située dans le cloud que nous, on a développée et qui est constituée de plusieurs parties. La première, c'est c'est une plateforme qui permet la création du jumeau numérique de l'environnement industriel. Alors ça, c'est très simple. On a une base de données, d'équipements modélisés en 3D. Donc, c'est vraiment la représentation 3D de leur espace. Et on leur permet, donc c'est important cette autonomie, on parlait d'empowerment dans la slide précédente, c'est clé pour nous, c'est de donner la capacité de pouvoir directement aux industriels, de pouvoir directement créer leur jumeau numérique sans devoir passer par un sous-traitant. Donc, on a cette base de données aujourd'hui de plus de 900 équipements modélisés en 3D spécifiques à l'industrie qu'on continue à alimenter. Et un peu comme chez Ikea ou chez Xina, on peut reconstituer sa cuisine en 3D. On leur permet de faire la même chose par un drag and drop. À notre plateforme, on a directement intégré des technologies comme la réalité virtuelle et la réalité mixte. La réalité virtuelle permet l'immersion. Donc là, on va l'utiliser notamment à des fins de formation. Donc, on va permettre à l'opérateur d'interagir avec son environnement sans devoir rentrer dedans. C'est important quand on fabrique un vaccin. C'est des zones qui sont pathogènes et donc l'accès est difficile et coûteux. Nécessite parfois de stopper la production. Donc, ce n'est pas ce qu'on a envie. Et alors, d'autre part, on a aussi combiné Acobio et le jumeau numérique à de la réalité mixte. Donc là, on l'utilise notamment à des fins de maintenance. Ces deux volets, formation et maintenance, on ne va pas forcément les aborder pendant cette présentation. Je crois qu'il y a eu pas mal de sujets sur la formation. C'est définitivement un sujet chaud. On est en plein dedans, nous, de notre côté, chez Watt, notamment dans le cadre du vaccin Covid et du consortium AstraZeneca-Oxford. Donc, on est venu avec cette solution-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, pour la dernière partie d'Acobio, donc j'ai parlé de configuration, de création, d'exploitation en réalité virtuelle, réalité mixte. Et puis, surtout, et parce qu'on évolue quand même dans un environnement où l'écosystème est existant, il y a un écosystème, il y a des données. J'ai montré juste avant un exemple d'interface qui existe. Mais toutes ces bases de données, elles sont déconnectées les unes des autres, elles sont complexes et en plus, elles utilisent un langage qui est très spécifique les unes aux autres. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Pour vous donner un exemple, on avait un client important, donc c'est dans les big pharma, un des leaders du marché du vaccin ce matin au téléphone et ils étaient à la recherche d'un des équipements dans leurs usines. Donc, ces informations se trouvent dans ces bases de données, mais elles ne sont pas exploitées parce que trop complexes. Et donc, nous, en fait, on a designé notre plateforme de manière suffisamment ouverte pour pouvoir facilement intégrer et interfacer des applications existantes et donc venir interagir avec l'écosystème existant. Et du coup, avec ce jumeau numérique 3D, avec ces technologies immersives, de vraiment réinventer le relationnel entre l'humain, les machines et les données qui peuvent sortir de ces équipements. Voilà, et ça nous amène en fait à notre use case du jour. Donc, on a travaillé avec la société Servier, que vous connaissez probablement. Donc, Servier, qui a un gros historique en pharma, qui passe en biopharma, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est vraiment pas la même chose du tout. Pharma, c'est des grosses usines en dur, en acier. Biopharma, c'est de l'usage unique. Donc, vous voyez les grandes cuves à l'intérieur, c'est des poches en plastique. Là, c'est notamment une cuve pour fabriquer un vaccin. Et c'est des poches en plastique qui sont chaque fois réutilisées, qui sont changées d'un batch à l'autre.
Mais donc, nouveau métier pour Servier, des timings qui sont excessivement courts. On est sur 2 ans depuis les premières idées jusqu'à l'usine opérationnelle. C'est vraiment très, très court dans cette industrie. Les coûts sont assez importants. On est à 10 000 euros du mètre carré. Donc, voilà, c'est important pour eux de pouvoir anticiper. Et donc, nous, on a travaillé avec eux, avec le fournisseur d'équipements, pour intégrer les jumeaux numériques de leurs équipements directement dans notre plateforme. Donc, l'équipementier en question, c'est Pal Biotech. Et en 6 mois, on a travaillé sur la création du jumeau numérique, l'optimisation de leur procédé. Donc, ça leur a permis non seulement de travailler sur l'ergonomie et d'anticiper toute une série de risques. Et alors, même si on est dans l'industrie pharma, même si tout est réglementé, quand on parle de risques, c'est parfois aussi bête qu'un équipement dont on n'a pas anticipé qu'il ne passerait pas la porte. Et donc, il faut redémonter un mur et la porte pour pouvoir le faire rentrer. C'est à ce niveau de détail-là, parfois. Donc, c'est tous des éléments qu'ils ont pu anticiper grâce aux jumeaux numériques et cette fois-ci à la réalité virtuelle. Donc, ils ont pu vraiment rentrer dedans et s'immerger dans cet environnement, interagir avec les équipements, voir l'espace dont ils disposaient et optimiser vraiment cet espace-là. En plus de ça, et ça je ne vous apprendrai rien, on l'a vu dans les présentations précédentes, la réalité virtuelle, il y a quand même toujours un effet wow qui est important. Dans cette industrie, tout le monde n'a pas encore testé la réalité virtuelle. Et donc, en fait, ils ont utilisé aussi ce jumeau numérique et cette technologie-là pour permettre la projection de tous les participants, de tous les stakeholders au projet. Alors, ça allait de l'opérateur aux investisseurs, aux politiques. Voilà. Et donc, ça a vraiment permis à tous ces gens-là de se projeter, leurs opérateurs de vraiment s'engager et d'être partie prenante du projet. Alors, ce qui est intéressant avec cette technologie digitale, c'est que ce n'est pas un one-shot. Donc, on a travaillé vraiment sur le design conceptuel avec eux. Mais derrière, ce jumeau numérique, il existe. Ces technologies, elles sont à disposition. Et donc, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, avec eux, et on a déjà des solutions, hein, mais pour les adapter à leurs besoins, comment est-ce qu'à partir de ce jumeau numérique, on va pouvoir travailler sur la formation des opérateurs. Et donc, ce que nous, on fait ici, c'est que chaque équipement qui doit être manipulé, on prédéfinit une série d'animations qui correspondent aux différents états de cet équipement. Donc, on va avoir, dans le cadre de ce bioréacteur, une porte ouverte, porte fermée, une cuve remplie, une cuve vide. Voilà, ces différents états qui sont préanimés et préenregistrés dans la base de données. Et puis, on va permettre à leurs opérateurs et à leurs formateurs de créer directement des scénarios de formation et de pouvoir les adapter. Donc, ça leur permet d'avoir une solution qui soit scalable. Donc, ce n'est pas juste de nouveau un one-shot. Ces expériences de formation, ils vont pouvoir les utiliser, les réutiliser, les adapter sans devoir repasser par un sous-traitant et sans tous les frais que ça peut coûter. Alors, on a aussi, je vous disais, toutes ces données. Donc, c'est la deuxième partie des discussions qu'on a aujourd'hui avec eux. Tous ces équipements génèrent un tas de données. Plutôt que de les envoyer dans des bases de données qui sont complètement différentes et déconnectées, ici, la proposition est d'utiliser le jumeau numérique et d'accéder à ces données et informations qui soient contextualisées. Donc, chaque équipement modélisé est individualisé dans la plateforme et donc, c'est comme ça qu'on y arrive. J'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Je pense que oui. Pour vous montrer. Donc, c'est un projet qu'on a effectué en collaboration avec PAL. Voilà. Alors ici, je vous montre. Donc, c'est vraiment, quand je vous disais, drag and drop est aussi simple qu'IKEA et autres outils. Donc, on a cette base de données à gauche et on vient placer les équipements et les positionner. Chaque équipement est individualisé. Il y a une série d'informations qui sont associées à ces équipements. Voilà. Donc, ici, on peut accéder à différentes informations, les dimensions, toute la documentation, tout le contenu multimédia qui peut être associé. C'est une industrie qui peut être assez old school à ce niveau-là. Donc, je vous parlais des scénarios de formation ou de l'immersion. Voilà, ici, on a un exemple d'immersion dans la réalité virtuelle, des reportings qui peuvent être faits. Donc, on parlait d'accès aux informations et aux données.
Et puis tout le travail, donc ça c'est vraiment le case que je vous présentais. Donc on a ce jumeau numérique, on a simulé leur procédé dans le temps et l'utilisation des équipements et de la suite d'équipements toujours dans le temps pour essayer d'optimiser. Donc si on a vu qu'une cuve de telle dimension, de tel volume devait être utilisée à différents endroits, ben, on n'a pris qu'une cuve et on a essayé de voir si on pouvait, pour vous donner un exemple assez simple. Voilà, et tout ça en fait, donc ça c'est une plateforme web, et c'est un des points importants de notre plateforme, c'est que tout ceci est exploitable directement et sans développement supplémentaire, soit sur le web, soit en réalité virtuelle ou encore en réalité mixte, où là on pourrait voir l'hologramme de ce jumeau numérique. Voilà, ici c'est les informations qui sont associées, la formation, j'en parlais. Ici, une illustration. Alors aujourd'hui, on travaille sur le HoloLens 2. Pareil, on a un projet en cours chez GSK. Là aussi, bon, ici, c'est une première preuve de concept, mais voilà, où on vient avec des éléments virtuels et augmenter les opérateurs dans leurs opérations au quotidien, avec tout ce que ces technologies peuvent apporter. Donc, il y a la capacité d'enregistrer en temps réel. Et donc, c'est important parce que tout est enregistré, en fait. Chaque donnée doit être conservée et archivée. Et donc là, plutôt que de travailler avec des longues checklists, tout est fait directement à partir de ce casque-là. Je peux faire appel à de l'assistance à distance. Voilà, ici, c'est un exemple de petit souci de connexion. Et voilà, il est supporté. Voilà, donc je vous le disais, on travaille nous donc beaucoup sur le jumeau numérique qu'on combine avec cette technologie web, VR, MR. Grâce à ça, on essaie de couvrir l'ensemble de la chaîne du cycle de vie de l'outil de production. Alors depuis la simulation, donc les phases très en amont, c'est le cas Servier présenté, les instructions et la formation. Donc là, on va plutôt utiliser la réalité virtuelle pour la formation et puis la réalité mixte pour les instructions. Donc là, c'est vraiment quand je suis en conditions réelles d'opération, ben, l'opérateur peut être supporté par des éléments digitaux. Et puis la gestion des assets, là, ça fait un petit peu moins appel à la réalité virtuelle, c'est plutôt sur le web. Et voilà, en guise de conclusion et les points importants dans ce qu'on a pu développer autour de notre plateforme, en tout cas qui a servi de rationnel à notre plateforme Acobio, ça peut se résumer en 3 points. Premièrement, l'interconnectivité. Ces solutions ne peuvent fonctionner que si elles permettent des connexions entre les différents outils. Aujourd'hui, on a trop dans l'écosystème d'outils qui sont déconnectés les uns des autres et non opérables. C'est c'est une des barrières qu'on essaie de casser avec Acobio, c'est comment est-ce qu'on vient avec un langage universel et qui permet de simplifier cet accès. Et donc, simplifier cet accès, c'est le deuxième point. Ça doit être simple d'accéder aux données et informations. N'importe qui doit pouvoir y accéder parce que n'importe qui participe à l'excellence opérationnelle de ces usines. Donc, c'est un élément clé. On est persuadé que, de nouveau, en travaillant en 3D et avec le jumeau numérique, c'est comme ça qu'on peut arriver à cette accessibilité, à cette simplicité. Et puis, enfin, l'outil doit être évolutif. Et donc, je vous parlais d'une plateforme ouverte. On n'a pas les solutions pour une usine, c'est notre rêve. À un moment donné, quelque part, c'est d'avoir cette usine complètement digitalisée et gérable, en tout cas de manière décentralisée. Il y a plein d'outils qui existent. Par contre, voilà, nous, notre objectif, il est de pouvoir servir d'interface à ces différents outils et de venir avec derrière ce jumeau numérique avec différentes possibilités de l'exploiter. Et c'est la fin de ma présentation. Ok, merci beaucoup Nicolas. Ben voilà, c'est extrêmement intéressant et on est évidemment dans le vif du sujet aussi actuellement avec la pandémie et notamment l'entreprise pharmaceutique que tu parlais. Donc j'espère que tes systèmes vont faire en sorte que les vaccins seront disponibles rapidement. Voilà. En tout cas, on espère aussi qu'ils permettront de faire moins d'erreurs dans la production. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Un grand merci. Merci Et beaucoup. on va passer
du médicament ou du vaccin à l'hôpital, ce qui est quand même une belle transition, et notamment de la formation des urgentistes, je pense. Et donc là, c'est à Stéphane, je pense, de prendre la parole. Stéphane, tu nous entends? Voilà, tu es là. Voilà, Parfait. Eh bien, partage d'écran. c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc, comme l'a très bien dit Alain, aujourd'hui, je vais vous parler eh bien, de la formation des acteurs de l'urgence, mais pas vraiment à l'hôpital, c'est plus l'urgence sur le terrain, donc comme on dit, l'aide médicale urgente. Donc, brièvement, moi, je m'appelle Stéphane Grade, j'ai fait un doctorat en psycho à l'UCL, donc au départ, je suis psychologue, mais je me suis intéressé à la réalité virtuelle à travers ma thèse de doctorat qui portait sur la perception de l'espace et la notion d'embodiment, donc de incarner un corps. Et c'est comme ça que j'ai exploré en fait la réalité virtuelle et le développement sur Unity. Et en 2018, j'ai commencé un nouveau projet appelé ORVAMU, pour outils de réalité virtuelle pour l'aide médicale urgente, qui visait vraiment la création d'outils pour les secouristes ambulanciers au sein de leur formation. Donc, au niveau du contexte, bien vraiment, moi, mon rôle a été de créer un pont entre la Haute École de la province de Liège, section informatique, et l'EPAMU, donc l'école d'aide médicale urgente. Mais plus concrètement, c'était de créer un pont entre les technologies immersives et la simulation médicale. Alors, qu'est-ce que la simulation médicale? Bien, ça ressemble à ceci. C'est un joyeux bordel où il faut faire un énorme double, payer des acteurs pour jouer les victimes, etc., etc. Et donc, tout ceci met beaucoup de moyens logistiques en place, etc. Et on s'est posé la question, est-ce que la réalité virtuelle pourrait, entre guillemets, permettre de faire ce type de formation, mais sans monopoliser autant de monde, pas pour remplacer, mais pour avoir un outil complémentaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce type de simulation médicale? Eh bien, au niveau de la littérature, on voit que cette fameuse pyramide des apprentissages, on retient bien mieux lorsqu'on est actif dans notre apprentissage par rapport à une situation où on va être passif, où on va entendre, où on va lire, où on va juste regarder une vidéo. Par contre, si on participe à une expérience, si on simule une expérience, eh bien là, la rétention en mémoire est bien plus élevée. Et du coup, évidemment, l'apprentissage par technologie immersive rentre vraiment dans cette idée d'apprentissage actif. Au-delà de ça, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'elle permet de travailler différents types de compétences. Donc, on parlera des hard skills, les compétences techniques, on va répéter des procédures, des gestes techniques. On va pouvoir aussi déployer des connaissances. Donc, on avait tout à l'heure 2-3 exemples. C'est l'idée, on peut déployer l'espace autour de nous et inspecter les différentes planètes, où on peut déployer le corps humain, rentrer dans le cœur, rentrer dans les poumons. D'ailleurs, je vous recommande cette application qui est gratuite et qui permet vraiment de visualiser le corps humain. Et enfin, troisième type d'apprentissage, c'est les compétences non techniques ou soft skills, donc les compétences qui sont intra- ou interpersonnelles, comme par exemple prendre la parole devant une audience, ou encore en ressources humaines, la société Tailspin avait fait un peu le buzz, où ils expliquaient qu'ils avaient créé un outil pour apprendre à licencier quelqu'un. Bon, alors ça, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Ce que je trouve aussi important dans cette idée de créer un pont, c'est aussi créer un pont entre le monde pédagogique et le monde de game design. Et donc, où les pédagogues, eux, vont savoir mettre autour de l'expérience tout ce qui est important, comme le débriefing ou même le pré-briefing. Eux vont spécifier, par exemple, les objectifs pédagogiques, quelles sont les conditions d'utilisation ou les utilisateurs visés. Et puis, au niveau du game design, il y a toute la partie décor, son, modèle 3D. Et puis, il y a vraiment une collaboration au moment où on crée vraiment les problèmes, les progressions au sein de l'application. Donc, on parlera de serious gaming ou d'immersive learning, donc l'apprentissage via les technologies immersives. Et donc, au sein de notre projet, on avait plusieurs objectifs. Donc, d'abord, on voulait que les apprenants puissent faire un triage médical en fonction de paramètres. On voulait aussi qu'ils puissent faire différents gestes de premiers soins, comme la pose d'un garrot ou la réalisation d'un wound packing. Et enfin, il y avait aussi une gestion de l'environnement et une gestion aussi, on veut mettre un maximum les différents acteurs de l'urgence, puisque c'est vraiment une collaboration qui est multidisciplinaire. Et là, on travaille sur des outils multijoueurs et du coup aussi multidisciplinaires, mais ça, c'est en développement.
Voilà, alors on a fait aussi tout un tas de pauvres victimes virtuelles à l'aide de différents logiciels de modélisation humanoïde, où on allait leur rajouter des blessures et on leur assignait tout un tas de caractéristiques, donc, puisque la personne marche ou pas, quelle est sa fréquence de respiration, quel type de plaie et surtout quelles sont les réponses correctes qu'on attend de la part des apprenants. Et on a décliné ça dans différents scénarios environnements. Voilà, je vais vous montrer ici un tout petit peu. L'idée, c'est que la personne met son casque et se retrouve dans cet environnement d'urgence pour pouvoir prendre les commandes et se déplacer vers les différentes victimes en se téléportant. Et en allant au contact des victimes, elles peuvent prendre les paramètres première. Donc, voir est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle a un pouls radial. Et en fonction des informations obtenues, elles doivent décider, par exemple, comme je le disais, au niveau du triage, et donc placer un marqueur sur toutes les victimes présentes dans l'environnement, mais aussi gérer, par exemple, s'il y a nécessité de poser un garrot, ils peuvent sélectionner dans les actions de contrôle de ces niveaux, la pose d'un garrot ou d'autres types de pansements, puisqu'en fonction du type de blessure, le type de pansement, évidemment, n'est pas le même. On peut aussi faire des actions comme la mettre en PLS, vous voyez, pour protéger les voies aériennes, mais en PLS. On travaille aussi sur un système de communication avec le central, sans doute, et on a aussi un système de gestion de l'évacuation des victimes. Et ce qui est très important aussi, c'est de créer l'effet de vague, créer la chaîne médicale, la meilleure chance de survie et d'arriver à l'hôpital le plus rapidement. Dans une boîte de nuit avec une bagarre qui dégénère, on a un scénario. On essaie d'avoir différents types d'urgences en ce sens. Voilà, et alors au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de cette première application en Vamu, on a créé une espèce de boîte à outils, une plateforme de développement. Et donc pour l'instant, on travaille sur d'autres outils, donc notamment un pour la prise en charge des urgences respiratoires, ce qui est assez utile en ce moment, mais aussi des outils pour le grand public au niveau des premiers secours. Donc, par exemple, on travaille sur un outil pour la mise en PLS et l'utilisation d'un défibrillateur. Et comme ça a été dit plus tôt, on a été forcé durant le confinement de réfléchir et de se poser la question, est-ce que déployer notre projet en VR est suffisant et est-ce qu'une application web n'est pas également intéressante pour toucher plus de monde à la fois? Voilà, et alors, donc, comme je le disais, au niveau des premiers secours, on développe aussi différents scénarios. Donc ici, plus pour la formation du grand public, puisqu'il y a vraiment une forte demande d'outils en ligne et d'outils pour nos formateurs. Il faut savoir qu'au départ, nos formateurs utilisaient ce type d'image pour représenter une salle de bain où il y aurait une possible intox au CO. Et donc, l'idée est aussi de leur fournir de meilleurs rendus visuels pour leur formation. Voilà, donc en conclusion, je dirais que notre mission, c'est un peu de poursuivre cet éveil virtuel. Et je pense qu'en tant que développeur d'expérience de réalité virtuelle, il y a vraiment un travail presque d'évangélisation. Et j'ai eu peu de gens à qui j'ai fait tester le casque qui m'ont dit c'est pas si waouh que ça. Et je pense que la technologie est vraiment en plein développement. On est encore fort à l'âge de pierre, mais ça se développe assez vite. Voilà, je voulais remercier également la région Wallonne pour avoir financé ce projet, ainsi que mon comité de pilotage. Et évidemment, les différents acteurs, collègues, étudiants qui ont participé vraiment à ce développement, sans qui je n'aurais pas pu faire grand-chose. Et voilà, et alors, évidemment, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà. OK. Merci beaucoup. Je cherchais mon micro. Merci beaucoup Stéphane. Vraiment très très intéressant à nouveau ce programme, comme quoi on a vraiment une large palette cet après-midi d'utilisation de la XR. Et on va rester dans l'humain, mais plutôt la gestion des ressources humaines. Et comme tu sais comme moi psychologue aussi,
Donc, ça va nous intéresser, je pense, à tous les deux. Et donc, je vais céder la parole à Christophe, Christophe de Vigo, mais aussi de la société Holo. Et s'il n'y avait pas eu ce foutu virus, on aurait dû tenir cette séance dans les locaux d'ailleurs de Holo. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà, je te passe la parole, Christophe. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Donc, on va partager le PowerPoint. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Hermans, le directeur de la société Vigo Universal. Alors, notre société existe depuis 2011 et depuis le début, on a été actif dans tout ce qui était 3D, donc tout ce qui est numérisation 3D, impression 3D, réalité virtuelle. Alors, on s'est fortement spécialisé ces dernières années dans tout ce qui était réalité alternative, hein, donc MR, XR, VR, tous les jolis termes marketing qui accompagnent ce type de réalité en ce moment. Et on a développé de plus en plus d'expériences interactives, aussi bien des expériences ludiques que des expériences pédagogiques. Personnellement, je viens de l'industrie du jeu vidéo, donc j'ai travaillé sur des simulations et sur des jeux de haute qualité, et on a voulu implémenter la qualité que l'on pouvait retrouver dans les jeux vidéo professionnels dans la VR, parce qu'il faut reconnaître que la VR, ces 10-15 dernières années, c'est quand même resté très académique, très schématique, et avec une qualité visuelle de très bas niveau par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, Alain en parlait justement, donc ces années de travail sur la VR nous ont amené, début de cette année, donc, à ouvrir le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe, ici à Liège, que pour des raisons que vous connaissez de la crise coronavirus, nous avons dû le fermer une semaine après son ouverture, et là on attend justement pour le réouvrir et accueillir des formations et des gens qui viennent s'amuser autour de la réalité virtuelle. Donc voilà nos principaux axes de travail, et avec moi j'ai différents collaborateurs qui gèrent des projets depuis pas mal d'années autour de ces nouvelles technologies. Alors ici, l'expérience dont on va parler, c'est une expérience qui n'est pas faite toute seule, c'est une expérience pour un client. Donc ce client, c'est Nexum. Et Nexum est une société qui donne des formations à travers le monde entier pour tout ce qui est changement des entreprises. Donc quand vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer, quand vous avez un changement complet à faire dans le management, dans la structure de l'entreprise. Et depuis des années, ils font des formations comme ça, donc en présentiel, ou des jeux de rôle, ou différentes technologies de formation. Et donc la société Nexum s'intéresse à la création de ces formations et des nouvelles technologies pour vendre leurs formations. Et c'est de là qu'ils sont venus nous trouver. Comme ça, vous avez l'introduction sur les deux sociétés. Alors, pour donner un petit mot sur le marché de la réalité virtuelle, c'est un marché qui est très fortement lié au marché du jeu vidéo, puisque le jeu vidéo est la plus grosse industrie rentable au monde. Elle est passée devant le cinéma, donc on est bien loin devant tout ce qui est industriel habituel et tout ce qui est professionnel. Il y a énormément d'argent en jeu, et toutes ces technologies du jeu sont en train de tirer vers le haut les technologies classiques que l'on pouvait trouver dans les industries. Donc, on s'est retrouvé pendant 30 ans à essayer de développer la réalité virtuelle dans l'industrie. Ça a traîné, ça a ramé, la qualité visuelle était très basse. Quand Oculus a débarqué en 2010 avec ses Oculus Rift et qu'on a commencé à s'y intéresser au niveau du jeu vidéo, il y a eu un véritable boom dans l'industrie, et depuis, on voit justement la courbe qui est en train de monter, et on prévoit un très très bel avenir pour ça. Et donc le côté formation et le côté expérience professionnelle est en train de profiter grandement de tous les avancées qui sont faites dans l'industrie du jeu vidéo pour la réalité virtuelle. Alors, l'application développée en collaboration avec Nexum, c'est la gestion des résistances. Alors, le but de cette application, c'est de vous plonger dans une pièce où vous allez expliquer à des gens une mauvaise nouvelle, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui n'est pas toujours évident à reproduire. Alors, parmi ces formations qui sont régulièrement organisées par Nexum, celle sur gestion des résistances, ça demandait à chaque fois avant qu'ils fassent venir des comédiens pour se mettre dans une salle, que la personne rentre dans la salle, joue le jeu de rôle avec les comédiens, et donc qu'il y ait à chaque fois des interactions. Alors, imaginez un petit peu l'enfer quand vous avez 50 personnes à former. Si vous devez former 50 personnes d'une entreprise,
le nombre de comédiens qu'il vous faut, le temps que ça prend pour former les gens. Les comédiens, ce n'est pas des machines qui vont travailler pendant 10 heures d'affilée, 10 jours d'affilée pour pouvoir faire passer toute une entreprise. Donc, c'est très, très complexe à mettre en place. Et donc ici, ça nous a permis de faire une simulation réalité virtuelle où finalement, on peut faire passer 10 personnes à la fois, 20 personnes à la fois. Ça dépend juste de la quantité de matériel que l'on va mettre en parallèle. Et à l'intérieur de cette application, on va retrouver une salle de réunion avec des gens qui vont interagir. Alors, il y a une chose qui est particulière avec cette expérience, c'est qu'on n'a pas une personne qui est toute seule dans la réalité virtuelle, c'est une expérience qui se fait à deux. On a toujours l'apprenant, qui lui est avec le casque, mais sur le côté, on a le manager, donc le professeur, qui lui a 2 écrans, qui va lui permettre de voir sur un écran ce que la personne est en train de regarder, ce qui permet de vraiment voir le focus de la personne, et un deuxième écran qui va permettre de faire interagir chaque personnage de la simulation. Alors, les comportements qui ont été pris dans cette simulation pour appliquer aux différents personnages sont des comportements qui sont des comportements réels, donc qui sont issus des expériences de Nexum, donc ceux qu'ils ont pu constater, et on retrouve des choses classiques, hein, donc la personne qui joue avec son téléphone, 2 personnes qui sont en train de chuchoter, le retardataire qui arrive en plein discours, et donc le but va justement être de donner des outils à l'apprenant pour savoir comment réagir face à ce genre de personnes et face à ce genre de comportement pour garder son audience et garder la capacité de transmettre ce message. Alors, c'est très amusant à faire. Donc, au début, les gens rigolent un petit peu, mais puis après, ils sont très, très vite dans le bain et se rendent compte que c'est compliqué. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut recommencer plusieurs fois l'expérience, on peut avoir des statistiques, on peut avoir du suivi. Donc, on est dans un outil qui est beaucoup plus performant en termes de retour qu'une formation classique avec des acteurs. Alors, on a bien entendu intégré tous des systèmes où les gens peuvent mettre leurs propres slides, peuvent faire leur propre personnalisation de la pièce. Et ici, je vais vous montrer juste une toute petite vidéo, parce que c'est très difficile de vous expliquer ce genre d'expérience de réalité virtuelle qui demande 2 écrans et un casque pour fonctionner. Et là, donc, on voit vraiment l'expérience, donc les 2 écrans, on voit ce que la personne peut voir à l'intérieur, les gens qui se lèvent et qui commencent à s'exprimer. Donc, les gens qui vont coller des post-it sur les écrans, sur le whiteboard. Donc, c'est assez interactif. Et on voit ici, effectivement, l'apprenant à droite, ce qu'on voit l'apprenant à droite, et le professeur, de l'autre côté, peut choisir les textes et les dialogues. Alors, bien entendu, l'avantage, c'est que ça fonctionne dans différentes langues, c'est totalement customisable, on peut changer donc, les logos, on peut changer les textes. C'est vraiment un module qui est complètement paramétrable pour en faire quelque chose sur mesure. Et il y a surtout un très très bon retour sur investissement. Comme je vous disais, avant on pouvait faire passer quelques personnes dans l'entreprise face aux acteurs, et là on peut faire passer une grande quantité de personnes. Alors bon, il faut reconnaître que, comparé à ce qu'on peut dire de la réalité virtuelle, il y a toujours des inconvénients sur certaines applications. Et il faut trouver des moyens d'y pallier. Et nous, on a spoté justement quelques inconvénients sur ce type d'application. C'est dans ces formations, l'appréhension. Il y a certaines personnes qui sont quand même un petit peu inquiètes de mettre un casque, surtout quand c'est des sociétés qui ne sont pas du tout des sociétés numériques, hein, parce que les ressources humaines, ça intéresse tout le monde. Donc, il y a quelques appréhensions et il faut des fois faire l'exercice une fois ou deux avant que la personne plonge vraiment dans le bain et commence vraiment à tirer parti de l'exercice. Et puis, les deux problèmes suivants qui sont liés, c'est le matériel et le lieu. Pour une société qui veut faire ce genre de formation, le matériel peut poser problème parce que si on veut avoir 3, 4, 5 ou 10 postes, c'est quand même un investissement assez conséquent. Et il faut pouvoir déplacer ces postes, les installer. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter sur le retour sur investissement. Et puis, le lieu. Le lieu, de nouveau, si vous voulez former 10 personnes, il faut la place pour former ces 10 personnes, donc mettre les 10 postes, avoir les 10 casques, tout ça coûte du budget et nécessite souvent des besoins techniques que les sociétés de RH n'ont pas en fait. Et donc pour ça, on a trouvé une autre solution justement qui me permet d'enchaîner sur le concept Holo en fait, qui est le fameux centre de réalité virtuelle que nous avons créé donc au début de l'année, qui bien entendu est un centre ludique hein, avec plus de 35 casques de réalité virtuelle qui peuvent tourner en simultané, des expériences, beaucoup de pièces différentes, et qui permettent donc d'accueillir des formations.
et des formations, différents types de formations pour différents clients. Et justement, ça permet d'accueillir des formations comme Nexum ou d'autres formations dont je vais vous parler par la suite, comme on a développé. Alors, voilà, on voit les différents espaces, hein, donc évidemment les espaces de jeu sont plus amusants, mais les côtés hyper VR et les côtés salles de cocooning permettent vraiment de mettre en place des systèmes comme on a vu avec Nexum et mettre à l'aise les différents intervenants pour leur formation. Alors, bien entendu, on ne se limite pas à Nexum, hein, donc il y a d'autres systèmes qui demandent des formations. Jean-Marcel a très bien parlé de l'Eurospace Center. Donc, nous, notre créneau étant justement d'apporter des applications qui sont très réalistes, donc pour reprendre l'expression tout à l'heure que j'ai entendue, des trucs super justement pour les clients, où on monte une qualité d'image et d'immersion le plus possible, parce qu'on pense que la VR qui va intéresser le grand public et justement les entreprises, c'est la VR de demain, et que malheureusement les gens, ce qu'ils ont comme image de l'industrie du jeu vidéo, c'est ce qu'on voit actuellement dans le jeu vidéo, c'est ce qu'on voit sur les consoles, donc il faut vraiment une qualité importante. Je ne vais pas parler de l'Eurospace Center, dont Jean-Marcel a pu vous montrer quelques beaux exemples, mais il y a d'autres sociétés qui s'intéressent vraiment à des domaines d'activité comme GSK. Et là, si j'ai mis l'exemple de GSK, c'est parce que GSK montre que la VR peut aussi des fois être très simple avec juste de la 360, où là, c'était des expériences pour pouvoir détecter prévention et sécurité, donc des choses dangereuses dans les bâtiments de GSK que l'on a pu faire simplement avec des cardboards. Donc, on montre que l'on peut aller dans des expériences VR avec énormément de matériel ou avec du matériel très simple. Ce qui montre bien que la VR, la AR et la MR peuvent rentrer dans les entreprises avec des budgets différents. Et puis, je vous parlais de la VR de demain. Donc, ici, on a un peu vu dans Nexum aussi avec des contenus qui étaient réalistes. Ici, on a poussé le contenu à un réalisme encore plus loin. Et grâce à la technologie qu'on emploie, qui est la photogrammétrie, ici, vous avez un système qui permet de détecter dans un bâtiment tout ce qui est insalubre. Donc, c'est fait pour sensibiliser les jeunes par rapport aux bâtiments, à l'insalubrité des bâtiments. Et ici, on a de la photogrammétrie. Donc, on se déplace dans un monde en 3D qui a été entièrement pris en photogrammétrie. Donc, c'est comme si vous vous déplaciez dans un monde réel. Ce n'est plus une simulation qui a été dessinée en informatique, c'est comme si vous baladiez dans la rue, comme si vous baladiez dans l'appartement réel. Et là, on est vraiment dans ce qu'on va pouvoir avoir dans la réalité virtuelle demain, une réalité virtuelle qui est plus réelle que le virtuel. Et alors, justement, ce qui manque dans cette simulation plus que réelle, c'est de pouvoir y intégrer des objets du monde réel dans le virtuel, ce qu'on a fait justement dans une des dernières expériences qu'on a pu montrer à Stéréopsia, justement durant la Liège Virtual Week, qui est cette Kitchen Fire, où les gens ont la possibilité d'interagir avec des objets du monde réel, comme un extracteur, dans une salle virtuelle. Et on se rend compte aussi que grâce à ce type d'expérience, nous, on permet aux gens de se balader dans des surfaces qui vont de 500 à 1000 mètres carrés, donc, et à plusieurs, à 30 personnes, jusqu'à 30 personnes de la même simulation. Donc, on a vraiment la possibilité maintenant, grâce à la réalité virtuelle, d'atteindre des simulations à plusieurs personnes. Et on vient de voir actuellement, avec un de nos collaborateurs en Chine, une expérience où ils ont mis jusqu'à 100 personnes dans la même simulation, captées dans un même grand hangar. Donc, on voit vraiment que ce sont des technologies qui ont un avenir et qui vont avancer de plus en plus pour le professionnel et pour des simulations qui vont avoir des niveaux de plus en plus proches de la réalité. Voilà. Alors, voilà pour les petites infos. Alors, hop là, je ne sais pas si je peux partager l'autre écran. Hop là. Merci. Oui. Merci. Ah, tu partages un autre écran. Voilà, je mettais juste en attendant s'il y avait des questions, en fait. Mais on va passer dans un très court Q&A parce que on va devoir libérer notre compte Zoom pour un collègue qui organise une formation à 16 heures. La vidéo tourne en boucle, là, donc tu peux couper, sinon. Non, mais il n'y a pas de souci. Je voudrais juste demander peut-être remercier d'abord l'ensemble de nos speakers et peut-être leur demander d'ouvrir leur caméra. Et j'ai déjà au moins eu dans le chat une question qu'on va peut-être poser. Donc, je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question, mais ça prend combien de temps de développer un modèle 3D? Voilà. Alors, ne dites pas ça dépend.
Alors Vas-y. moi, je peux répondre qu'avec certaines technologies, comme nous on a déposé en photogrammétrie, comme par exemple la numérisation des gens, il nous faut 1/60e de seconde pour développer le modèle 3D d'une personne scannée. Bon. Après, la numérisation 3D va beaucoup plus vite, mais c'est vrai que ça dépend. Il y a des objets qu'il faut beaucoup plus de temps pour numériser et pour mettre en place. Donc, ça peut aller de 1/60e de seconde à 3 semaines de développement sur certaines choses, en fait. Peut-être que Mathieu a aussi une référence dans le domaine. Non, mais il n'y a pas de réponse toute faite effectivement pour ça, hein. Comme explique Hugo, on peut faire des choses très très simples et des choses très 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 compliquées. En fait, pour un industriel, la maquette numérique est au cœur de son process. Donc la maquette 3D, il vit avec, il l'a créée depuis un temps zéro. On ne reconstruit pas du coup un modèle 3D pour le coup, puisqu'on l'a déjà. C'est très différent quand on veut créer une expérience à partir d'une feuille blanche, effectivement. Tout dépend de la qualité aussi de l'expérience qu'on souhaite obtenir, du niveau de détail qu'on souhaite obtenir pour les matériaux, pour les textures, pour le nombre de polygones, etc. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Et je ne pense pas qu'il y ait de réponse facile. Après, effectivement, on a quand même malgré tout aujourd'hui des solutions qui permettent de modéliser très très simplement et de façon très basique des modèles 3D, enfin de réaliser des modèles 3D très simplement. Il y a des outils que vous trouvez sur le web comme SketchUp par exemple ou d'autres, et à partir de là vous pouvez être autonome pour faire très simplement des modèles 3D. Ce ne sera pas effectivement de la qualité d'un jeu vidéo AAA, mais au moins vous pouvez commencer à faire des choses déjà, puis à vous immerger autour, voir la taille réelle, etc. Parfait, merci. Alors, peut-être si dans le public il y a encore une question, il nous reste 1 minute et puis j'ai promis à mon collègue de lui rendre le canal Zoom. Eh bien non, apparemment vous avez été tous très clairs. En tout cas, un grand merci. Donc nous avons enregistré l'ensemble de la... on me repose la même question, mais donc on vient d'y répondre. Donc nous avons enregistré l'ensemble de cette présentation et nous enverrons à tout le monde le lien lorsque ce sera en ligne pour éventuellement partager auprès d'amis qui n'auraient pas pu nous rejoindre aujourd'hui. En tout cas, merci à tous nos orateurs, merci à vraiment l'éclairage sur cette expérience extraordinaire qui est la XR, et je vous invite tous et toutes à participer à Stereopsia XR for All Virtual Edition. Là, ce sera en anglais. Le 15 et le 16 décembre, et donc vous avez toutes les infos sur stereopsia.com, et l'accès n'est pas très cher du tout. Voilà. Merci encore à tous. Je ne vais pas dire bonne route pour rentrer chez vous, puisque vous êtes déjà chez vous, et ça c'est l'avantage de Zoom et de la téléportation. Donc merci encore à tous, et donc je vais interrompre ici malheureusement cette discussion fort utile et intéressante. Au revoir. Merci à tous. Merci Bon beaucoup. après-midi, au revoir. Merci, au revoir.